France Maghreb 2. Au sommaire de ce grand forum pour ce mardi 2 octobre, la question du jour. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a présenté hier sa démission à Emmanuel Macron qui l'a refusée, a-t-on appris, auprès de l'Elysée. Il ne s'agit pas, rappelons-le, de la première démission. Le président Macron a-t-il eu raison de le maintenir à ce poste? Selon vous, vous répondez oui ou non sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Tunisie, la libération de la Palestine commence en Tunisie. C'est par ces paroles que la jeune passionnariat de la résistance palestinienne, Aït Hamimi, a entamé une visite à Tunis, la Tunisie, première escale arabe de la tournée de Aït Hamimi. Dans la Somme, une professeure de français a présenté Le Porteur de cartable, un roman traitant des conséquences de la guerre d'Algérie. Celle-ci a dû faire face au comportement et à des réflexions racistes de ses élèves. Quand des lycéens refusent d'étudier un livre sur la guerre d'Algérie, nous en parlerons tout à l'heure. Et vous pourrez évidemment, et comme d'habitude, participer en nous appelant au 01 40 33 9000. Le grand forum sur France Maghreb 2, évidemment, avec vos appels 01 40 33 9000 et répondre à la question du jour. On sera avec Nadia Lazouni dans quelques minutes. C'était à la une de ce 2 octobre. C'était à la une du 2 octobre en 1187. Saladin reprend Jérusalem aux croisés. 1870, à une large majorité, les Romains, après référendum, votent pour l'adhésion de leur ville à l'Italie, qui deviendra ainsi la capitale du pays. 1957, indépendance de la Guinée. En 1985, et donc bon anniversaire, création de Fun Radio. 1986, François Mitterrand refuse de signer les ordonnances sur le découpage électoral. 2 octobre 2002, vous parlez de la sortie de Minority Report réalisée par Steven Spielberg. Il s'est inspiré de la nouvelle de Philippe K. Dick pour réaliser Minority Report en 2054. Les hommes sont parvenus à mettre au point un système d'anticipation des crimes grâce à la technologie et à 3 êtres doués de capacités visionnaires. Les meurtriers sont arrêtés avant même de commettre l'acte. Mais la science et le progrès présentent toujours certaines failles. En alliant psychologie et technologie, Spielberg marque un certain renouveau dans sa carrière cinématographique. Un 2 octobre 2002, Spielberg réalisait Minority Report. Pas un seul meurtre en 6 ans, tout fonctionne bien dans ce système, il est... Parfait, je suis d'accord. Dites-moi exactement ce que vous cherchez. Les failles, vous n'avez jamais eu de faux indices? Il m'a piégé! Il m'a piégé! Qui est la victime? J'ai jamais entendu parler de lui, mais je suis censé le tuer dans moins de 36 heures. Pas de geste brusque, chef. Tu ne peux pas fuir, John. Alors ne me poursuivez pas. Enfin, et pour finir, quelques célébrités qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, à l'image de l'imitateur Marc-Antoine Lebray, qui a aujourd'hui 33 ans. L'ancien joueur de foot, aujourd'hui consultant, Luis Fernandez, fête son 59e anniversaire. 59 ans pour la comédienne Alexandra Kazan, 67 ans. Et pour finir, pour le chanteur Sting. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct jusque 18h avec, et ça me fait plaisir d'ailleurs de la retrouver, Nadia Lazouni qui est avec nous. Bonjour Nadia. Oui, bonjour Christophe, bonjour tout le monde. Nadia, rien que pour moi aujourd'hui. Hein, c'est formidable, rien que pour vous, surtout, chers amis auditrices, auditeurs. On rassure les plus rigoristes d'entre vous, il y a aussi du monde juste à côté. Nous ne sommes pas qu'en tête à tête avec Christophe. Qu'est-ce que c'est que ces idées mal placées, Nadia? Voyons. Je taquine. Non, moi j'avais vraiment pas pensé à ce genre de truc. C'est pas mon style, voyons. Non, mais bon, ça pourrait être le style des auditeurs. Ah, de certains, bien sûr. Je taquine. 01 40 33 9000 pour cette question du jour. Alors, je ne vous apprends rien, ou peut-être d'ailleurs, Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, a proposé sa démission au président de la République, qui l'a refusé. Du coup, la question est toute simple aujourd'hui. Est-ce qu'il a bien fait, Macron, de le maintenir à ce poste? Et il vient de rappeler d'ailleurs à l'Assemblée nationale tout à l'heure qu'il maintient la proposition de démission. C'est ce qu'il a rappelé il y a quelques minutes à l'Assemblée nationale, Gérard Collomb. Du coup, est-ce que Emmanuel Macron a-t-il bien fait de le maintenir à ce poste? Sachant que ce n'est pas la première démission de ministre. Il y en a eu donc quelques-unes et une symbolique, Nicolas Hulot. Gérard Collomb à l'intérieur, place Beauvau, Nadia. On sait les ambitions de ce dernier pour les municipales et pour la ville de Lyon pour 2020. Est-ce que Macron, finalement, n'a pas eu d'autre choix que de le garder plutôt que de dire est-ce qu'il a bien fait de le maintenir? Est-ce qu'il n'a pas eu le choix, finalement, d'après toi? Bien sûr qu'il y a toujours des calculs politiques oui, mais ça y ressemble, un gros calcul. Bien évidemment. Après, peut-être aussi, ne serait-ce que pour son image à lui de président qui doit quand même fédérer son gouvernement. Hulot l'a quitté il y a pas très longtemps. Collomb, s'il devait aussi partir, ça donnerait quand même, il y aurait comme une odeur un peu d'échec. Donc je pense que il en va aussi de cette tentative de vraiment d'unifier autour de Macron.
En tout cas, vous êtes en large majorité, visiblement, à ne pas porter dans votre cœur, puisque vous êtes en grande majorité, à savoir 80% sur Facebook, à nous dire que non, il n'a pas bien fait de le maintenir à ce poste, et c'est encore plus violent sur Twitter, j'ai envie de dire, sur LGF officiel pour voter, puisque là, vous êtes 95% à dire non, il n'a pas bien fait de le maintenir à ce poste. Si on devait faire un espèce de bilan de Gérard Collomb à l'intérieur, c'est pas brillant quand même. Il n'y a pas eu grand-chose de notable, ou plutôt une incapacité à s'être révélée dans l'affaire Benalla notamment, mais la loi asile-immigration qu'il a proposée. Voilà. Ça, puis la consultation aussi des musulmans, cette gestion assez, on va dire encore une fois, très paternaliste, il est vrai, hein, on a l'impression que la communauté musulmane est mise sous tutelle. Bon, en même temps, il est ministre du culte. Alors, donc... on peut ouvrir ce débat, Nadia, parce qu'il est intéressant et les auditeurs, évidemment, peuvent y participer. Ouais. Moi, je me pose la question très sincèrement. Quand je vois différentes personnalités émerger dans ces propositions, Hakim El Karoui son rapport, Marwan Mohamed et sa consultation, le CFCM qui essaye de se refaire une santé. Quand on voit ce tel bazar, pardon du mot, mais dans cette communauté, est-ce que finalement, au bout d'un moment, l'État se dit, il serait peut-être bien de vous organiser. Là, il faut qu'on trouve quand même des interlocuteurs sérieux, crédibles, pour qu'on puisse discuter. Désolé, vous n'êtes pas capable de faire le boulot, à nous de le faire. Qu'est-ce que t'en penses, Nadia? Au bout d'un moment, il faut se poser les questions. Je suis assez partagée parce que tu connais mon parcours, hein, Christophe. Hein, je pense que je suis assez légitime pour le coup, hein, j'ose le dire, pour donner un avis un peu sur le défaut, le manque de structuration et d'organisation de la communauté musulmane, puisque je suis issue quand même de la société civile. J'ai travaillé avec des associations qui sont, on va dire, un peu leaders sur ce marché. J'ose le terme, hein, je dis marché. Donc effectivement, moi je trouve pas ça rassurant d'un côté de voir certaines personnalités, ces personnalités-là que j'ai pu côtoyer émerger, parce qu'il y a un envers du décor qui n'est pas su de tous, et tant mieux quelque part. Oui. Vaut mieux sauver les meubles. De l'autre côté, cette gestion, effectivement, cette mise sous tutelle me dérange. Donc c'est vrai que pour le coup c'est très confus. Moi déjà, ne serait-ce qu'au regard du principe de laïcité, moi ça m'a toujours un peu fait rire jaune de voir un ministre avoir la gestion finalement du culte dans un pays qui se dit laïque. Ne serait-ce que ça, c'est très problématique, à mon sens. Oui, très clairement. Voilà, déjà moi dès le départ, ça me gêne. Oui. Ensuite, en regardant la communauté, effectivement, on est de jour en jour et de plus en plus divisé. Je parle pas seulement de la sensibilité religieuse, hein, je parle même des idées, je parle même de la vision, des orientations, etc. Donc c'est compliqué de faire émerger finalement un plan et une organisation du terrain parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Est-ce que finalement on avait... Alors moi la question c'est celle-là, je te la repose Christophe au bout du compte. Est-ce qu'on avait vraiment besoin d'un organisme, d'un organe de représentation? Bah, à l'image de, peut-être, alors je vais juste répondre, je n'ai pas franchement la réponse, peut-être que les auditeurs également peuvent peut-être mettre leur grain de sel et venir nous apporter leur réflexion, nous appelant au 01 40 30 39 000. Je vois par exemple la communauté juive, il y a le consistoire. Il y a le consistoire, très bien, mais est-ce qu'on avait besoin d'avoir un interlocuteur, interlocuteur privilégié avec le gouvernement? Non, c'était pas nécessaire. Quand on a justement des choses à discuter, quand on a une problématique à régler, on convoque, avec le culte, on convoque qui alors? Par exemple, je sais pas, même s'ils sont très critiqués aujourd'hui, mais on va parler du CFCM, on va parler de l'UOIF. Mais le CFCM, il est plus là, on voit qu'il est en train d'essayer de se refaire une santé, mais il a jamais été légitime, Nadia. Ou alors, rejeté de tous. Mais personne finalement n'est légitime, parce que moi, si tu me demandes mon point de vue à moi et que tu me dis, regarde aujourd'hui dans les propositions, dans le panel de ces gens qui ont la prétention de nous représenter, est-ce que tu adhères? Je te dirais non, et je dirais sauf qui peut. Voilà, je serais tentée de dire ça. D'autres personnes s'en réjouissent, d'autres personnes, j'en suis sûre, étaient très satisfaites du travail ou en tout cas de la représentation, la représentativité proposée par le CFCM, d'autres par l'UOIF. En fait, je pense qu'on sera des éternels insatisfaits. Et ça, il faut qu'on est tous d'accord au moins sur ça. Oui, mais sur la finalité finalement, sur le fait que l'État décide quelque part de la gestion de ce culte. Des imams. Et ils ont organisé des assises territoriales, là, ce qu'ils ont fait avec les préfets, pour recenser, j'allais dire, au niveau local, dans un premier temps, les problématiques, et ensuite pour décider à l'échelle nationale de qui va s'occuper de tel sujet. Parce que c'est vrai que
ça représente, si je te prends le halal, Nadia, ça représente un marché considérable économiquement. Il faut que ça soit bien géré. Les mosquées, on peut parler des imams aussi, c'est un réel problème dans les mosquées. Il y a des imams qui sont absolument pas formés, ou on ne sait pas d'où ils viennent. Enfin si, on sait d'où ils viennent, mais voilà. Si tu me tends une perche, Christophe. Alors c'était en 2016, mars 2016, je balance le nom d'ailleurs, je rencontre Jean-Christophe Possel, qui est le conseiller aux affaires religieuses qui dépend donc du ministère des Affaires étrangères. D'accord. Et je fais la rencontre de cet homme donc au MAE, et il me dit clairement qu'il forme des imams à l'étranger. Oui. Finalement pour qu'ils rentrent dans le bon. Je l'apprends peut-être pas à nos auditrices et nos auditeurs. Mais ils forment des imams, je parle le gouvernement français, alors pour le coup il parlait notamment du Maroc, il y avait des délégations de France qui allaient au Maroc pour former des imams. Donc là il y a clairement une entorse à la laïcité à mon sens, même on en a un peu discuté, il le reconnaissait aussi quelque part, mais on voulait que voilà, il rentre bien dans le moule républicain. Donc finalement, la formation des imams a toujours été quelque part assurée. Ils ne vont certainement pas nous la laisser entre les mains. Encore moins aujourd'hui où on nous accuse à tout va de radicalisation. Donc je ne suis même pas sûre que finalement, même si on avait cet organe-là... Alors pourquoi il y a ce problème? Parce qu'il y a des problèmes qui sont recensés quand même dans les mosquées. Il y a beaucoup de fidèles qui se plaignent d'avoir des imams qui ne maîtrisent pas du tout un mot de français ou quasiment rien. Qui voient ça avec le conseil d'administration de leur mosquée. Qu'ils arrêtent. Alors après, il y a sur aussi... les prêches aussi, sur la qualité des prêches, il y a beaucoup de gens qui. Mais très clairement, enfin, je veux dire, l'argent c'est le nerf de la guerre, et aussi au sein de la communauté musulmane, et aussi. Et l'argent du vendredi. Mais justement, si à un moment donné les fidèles ne sont pas contents d'avoir un imam qui sait pas s'exprimer en français ou un conseil d'administration qui ne s'intéresse pas à leurs affaires, arrêtez de donner de l'argent à cette mosquée. Vous allez voir que vous allez être entendu à un moment donné. Oui. C'est vrai. Non, enfin, je sais pas. Non, mais c'est évidemment. Moi, je reste convaincu que cet organe-là, s'il devait émerger à un moment, pardon d'être pessimiste, je suis désolée de revenir avec des nouvelles comme celle-là, la France va certainement pas arrêter de former des imams à l'étranger comme elle le fait déjà. Et pourtant, ces imams qui exercent aujourd'hui, et c'est vrai, n'ont pas de statut. Ça, c'est un problème aussi en France. Ces imams viennent pour la plupart de l'étranger. Oui. Il n'y a pas assez de personnalité aujourd'hui ici en France qu'on pourrait former sur place. Alors bon, ils viennent de l'étranger. Bon, ils ont quand même faut pas non plus jeter l'anathème sur eux et rendre leur formation caduque. Non. Ouais, voilà. Par exemple, moi, je sais que dans ma petite ville en Normandie, pour parler encore d'elle, notre imam, il vient d'Algérie, c'est vrai. Il a une ijaza, il a un diplôme, je crois, de au moins 7 ans à Médine. Il fait l'effort avec son, c'est vrai, son français un peu, son accent coupé au couteau, c'est vrai, mais c'est quand même une traduction très fidèle de son prêche en arabe, et c'est très bien. Bien sûr que ça serait mieux qu'il y ait effectivement des imams qui viennent d'ici, qui connaissent notre contexte, nos réalités. Il y a des écoles comme l'IESH qui est une très bonne école. Absolument, à Saint-Denis. Exactement, à Saint-Denis et à Château-Chinon, exactement. Ahmed Jaballah. Voilà. Ahmed Jaballah. Et qui forme les futurs imams. Donc je pense qu'il faut laisser le temps finalement à cette formation qui n'est pas. Alors voilà, pour le coup, on va nous balancer un imam comme Chalgoumi, on va nous dire il est pas formé. D'autres sont en cours de formation. Laissez-les terminer leur cursus. Faut pas, je pense, se précipiter. Et cette consultation... De quel œil tu vois tout ça, Nadia, de ces gens, de ces initiatives, de ces opérations qui émergent, Nadia? Tu les vois comment? Non, mais moi, qu'est-ce que je vois? Mais voilà, mais le problème c'est qu'il y a une omerta, il y a aussi aujourd'hui tu vas dire quelque chose dans la communauté, on va te dire que tu es en train de régler tes comptes, alors qu'absolument pas. Absolument pas. Moi, je me pose la question de la légitimité de certaines personnes à vouloir occuper des postes de responsabilité au sein du culte musulman, alors qu'ils n'ont absolument aucune formation religieuse. Il faut qu'on m'explique. Ah oui, non mais j'ai déjà posé la question à certains d'entre eux là-dessus. Ben voilà, alors faut qu'on m'explique. C'est des gens, c'était militants antiracistes avec qui j'ai travaillé. Donc c'est comme si aujourd'hui, moi j'arrive et je dis salut les gars, je vais vous... Je vais être la nouvelle régente. Je vais vous gouverner. Non, je reste à ma place. Ce n'est absolument pas ma formation. Et je pense que on a au sein de la communauté musulmane des gens qui ont à la fois une formation religieuse, une formation par exemple en sciences politiques, une formation en communication. Ça existe. Des instituts, il y en a à foison en Île-de-France, et même on oublie que la France ne résume pas l'Île-de-France. Oui, c'est vrai. Et il y a beaucoup d'autres instituts dans le reste de la France. Donc moi, il faut juste qu'on m'explique. Quel est le diplôme et la formation religieuse de ces personnes qui veulent
représenter les musulmanes et les musulmans en France. Je rappelle aux auditrices et aux auditeurs qui peuvent évidemment nous appeler. Justement, tiens, j'aimerais bien avoir des témoignages parce que j'en ai beaucoup en off de gens qui me disent ouais, je veux plus aller à la mosquée, c'est devenu n'importe quoi, les messages, les prêches, c'est du n'importe quoi, mais alors ça... les fidèles, n'en parlons pas, enfin, c'est devenu je sais pas où va mon argent le vendredi. Appelez-nous, non mais je voudrais bien avoir des témoignages, moi, 01 40 33 9000, parce qu'il n'y a pas mieux que le terrain, pas mieux que le peuple, pour recenser un petit peu les différentes problématiques qui pourrait y avoir dans les mosquées. Vous pouvez nous appeler aussi pour nous dire que tout va bien et que la mosquée marche nickel, parce que on a aussi besoin de l'entendre, c'est important. Ouais. En fait, je pense que c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on entend, il faut les entendre. Absolument. Il y a bien sûr qu'il y a des choses qui ne vont pas dans les mosquées. Et c'est de toute évidence, et ça serait vraiment être loyal, mais en desservant finalement la cause. Oui, effectivement, il y a un problème. Alors moi, pour le coup, c'est l'espace l'espace réservé aux femmes qui est de plus en plus petit dans les mosquées, des sanitaires qui ne sont absolument pas qui sont pas propres. Ouais. Où, franchement, on hésite à deux fois, on hésite 2 fois avant d'aller faire ses ablutions. Ah oui. Voilà, on en est là aujourd'hui, c'est une réalité. Mais il y a des belles mosquées, des belles initiatives. Moi, par exemple, j'essaie de pas rentrer dans ces trucs pro mosquée de Paris, anti mosquée de Paris et tout. Ouais. Moi, quand j'ai l'occasion de faire la prière du vendredi, je vais à Paris parce que c'est la mosquée qui est la plus proche de chez moi. Et le vendredi, je suis désolée de le dire, je sais que c'est pas très in parce que c'est un peu la mode de taper sur eux. Je suis absolument pas proche de leur conseil d'administration, je ne les côtoie pas, je ne les connais pas. Mais quand il s'agit de la prière du vendredi, ça se passe très bien. Le prêche, il est en arabe, il est en français, c'est relativement calme. En tout cas, Dieu merci, pendant le temps de la prière, les gens ne parlent pas. Et puis voilà. Et ensuite, il y a le comportement des gens aussi, hein. C'est le comportement. Bien sûr, les gens, quand ils ne veulent plus, moi, bien sûr, j'ai plein d'amis, j'ai plus envie d'aller à la mosquée. Non, mais le truc, c'est aussi, à un moment donné, se recentrer et re-questionner aussi nos intentions. Pourquoi on va à la mosquée? Pourquoi on y va pour le vendredi? Mohamed est avec nous, il nous appelle du 93 et il souhaite répondre à l'une de nos remarques. Bonsoir Mohamed. Oui, bonsoir. J'appelle par rapport à la remarque que vous avez faite, pourquoi les gens ne vont plus aux mosquées. C'est que pour ma part, j'estime que la mosquée en fait ne joue plus son rôle premier. C'est quoi son rôle premier, Mohamed? Déjà par rapport aussi bien par rapport au prêche, au-delà du prêche, c'est surtout on va dire c'est un lieu où on voit les dissensions, où il y a exclusivement en fait une lutte de pouvoir, la question de l'argent, ça revient toujours, il y a un souci en fait avec l'argent, ce qui me fatigue, c'est constamment en fait l'espèce de culpabilité que l'on renvoie vis-à-vis du fidèle lorsqu'il est à la mosquée, comme si en fait on le forçait à donner. Ça me pose problème. Ensuite, c'est on va dire une approche où il faut être plus royaliste que le roi, dans le sens où il faut montrer absolument que l'on est dans un processus d'intégration. C'est plus en fait, on va plus écouter un cours d'éducation morale et civique laïque entre guillemets. On va dire même, pour être un petit peu provoque, j'ai l'impression qu'on est en train de vider de sa substance la notion d'islamique. Mohamed, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui vous ferait changer d'avis? Qu'est-ce qui vous ferait, parce qu'on a bien compris, vous avez déserté la mosquée, qu'est-ce qui vous ferait y retourner en fait? Qu'on me foute la paix. Alors que je viens en tant qu'individu fidèle prier dans un lieu, prier Dieu, et qu'on arrête de m'enquiquiner qu'on arrête d'être culpabilisant. C'est-à-dire, le fidèle musulman, il est adulte. S'il a envie de donner, il donne. S'il n'a pas envie de donner, il donne pas. Et qu'il y ait quand même du civisme à l'intérieur de la mosquée. Ça aussi, ça m'a fait... c'est que... voilà, une anecdote toute simple. Oui, racontez-nous une anecdote pour illustrer votre propos. Il n'y a pas de... je veux dire, les gens se garent n'importe comment. C'est vraiment l'anarchie totale. Et ça donne une mauvaise image, vous voyez. Donc c'est une multitude en fait à la fois de gestes qui ne sont pas civiques, voilà, et dans certaines mosquées, pas toutes, mais il m'est arrivé en fait d'entendre des prêches dans lesquelles en fait l'argent, dans le sens où il fallait absolument donner, et ça m'a gêné un petit peu, ça m'a mis mal à l'aise par rapport à ça. Parce que j'estimais qu'à un moment donné, on est vraiment, il y a une espèce de pression, et ça me dérange. Après, quant à la remarque concernant la consultation, bon,
qu'il y ait une consultation, soit pourquoi pas, mais on en revient du pouvoir. Il y a une lutte qui est redoutable au sein de l'islam aujourd'hui pour savoir qui va remporter le leadership. Oui. Et ça me pose problème. Je suis heureux que je sois dans une religion où il n'y a pas de clergé, parce que finalement je suis je n'ai pas de compte à rendre et je suis assez adulte. Paradoxalement, c'est une religion en fait qui responsabilise énormément et la personne est adulte. On sait pertinemment ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce que nous pouvons faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Donc le fait de vouloir régenter absolument la religion musulmane, moi, me questionne, me pose problème, et j'ai pas besoin d'une instance ou d'un intellectuel pour me dire comment je dois me comporter. C'est le bon sens doit l'emporter. Voilà. Merci Mohamed. Mohamed, Bon. moi je 100% d'accord, donc je laisse la parole le dernier mot à Mohamed. Voilà. Merci Mohamed en tout cas. Bon, oui, enfin je sais pas si t'es 100% d'accord, mais lui il a décidé Mohamed de déserter les mosquées là parce où que je suis voilà. pas d'accord, effectivement. Moi je dis qu'il faut pas déserter parce que ça reste, alors encore plus un devoir pour les hommes, un peu moins pour les femmes, selon certains avis, d'assister à la prière du vendredi. Donc moi je pense qu'il faut pas mettre de côté ce devoir-là à cause d'un manque de civisme. Mais je comprends aussi le désarroi de Mohamed et je fais juste remarquer que ce qui décrit effectivement ces incivilités, ce racket. Franchement, j'ose le mot, c'est pas les vendredis, c'est pas pendant Jumu'ah, c'est pendant, alors c'est encore plus terrible, c'est pendant la nuit du destin, et c'est pendant les deux fêtes de l'Aïd, Saghir et Kbir en fait. Et c'est vrai qu'on a l'impression d'être c'est des commissaires priseurs, hein, c'est plus des imams en face de nous. Et c'est vrai que, non mais je comprends que ce soit dérangeant, mais pour autant, je me dis qu'il faut résister et pas boycotter nos mosquées, et c'est important de se retrouver quand même Jumu'ah, voilà, ce rassemblement, cette communion à laquelle je pense qu'il faut pas renoncer. De quelle manière on a glissé Gérard Collomb à la mosquée? Bon. En même temps, c'est le ministre des cultes. Oui, absolument. Qui, je le rappelle, c'est l'information de l'après-midi, a réitéré sa proposition de démissionner à l'Assemblée nationale tout à l'heure. Donc Macron a décidé pour l'instant de le maintenir, et la question que l'on vous pose, est-ce qu'il a bien fait, est-ce qu'il a eu raison Macron de le maintenir à ce poste, ou est-ce qu'il s'agit peut-être d'un calcul politique, très vraisemblablement d'ailleurs. En tout cas, vous êtes en grosse majorité à dire que non, il n'a pas bien fait de le maintenir. Donc en l'occurrence, vous considérez que c'est un mauvais ministre de l'Intérieur. Farid, bonjour Farid. Oui, bonjour Christophe. Bonjour Farid. Bonjour Farid. Alors dites-nous, est-ce que vous êtes dans le camp Mohamed, c'est-à-dire un peu à déserter votre mosquée, ou alors vous avez fait le choix contraire de résister à la Nadia Lazouni? Tout d'abord, je voulais savoir d'où elle tient ces chiffres. J'ai pas donné de chiffres. Quel chiffre, Nadia Farid? Parce que moi, chaque Jumu'ah, je suis un peu itinérant, je change souvent de mosquée. Ouais. Les mosquées débordent. Elles sont pleines à craquer. Ouais. On n'a jamais dit qu'elles étaient vides, hein. On n'a jamais dit qu'elles étaient vides. On n'a pas donné de chiffres non plus. Farid, on n'a jamais dit qu'elles étaient vides, les mosquées. Vous avez entendu ça? J'ai dit au contraire qu'il fallait occuper ces mosquées et qu'il fallait continuer à faire Jumu'ah. Voilà mon propos. Ah d'accord, parce que j'avais pris les propos de Mohamed. Mohamed qui effectivement a parlé, a donné son avis. Je pense pas d'ailleurs qu'il ait donné de chiffres. Non plus. C'est pour ça qu'il est très important d'écouter quand même. Et la base de la radio, c'est de savoir écouter. Vous voyez? Farid. J'écoute tout le temps. Bah oui. Je suis un Bon, en tout cas c'est bien, au moins ça vous a permis de nous appeler et de remettre autre chose. Oui, la démission de Gérard Collomb, c'est un secret de polichinelle. Je pense que c'était déjà en cours, et je crois que oui, ça c'est vrai. C'était déjà dans les tuyaux. Avec le maire d'Aulnay-sous-Bois, le monsieur sécurité de l'UMP. Ouais. Un sbire à Sarkozy. Et alors? Donc il me semble que c'est déjà en cours, en fait, là. Juste ils nous font pas roter. Ah, il reviendra pas, en fait. Oui, bah écoute, il l'a maintenu, sa proposition d'émission pour l'instant. Il va s'investir dans les municipales au niveau de Lyon. Oui, absolument, oui, ça c'est pas un secret, cher Farid. Ouais. Merci Farid, merci à toi. Merci à vous. Merci. Et pas de chiffres, attention.
Qu'on s'entende bien. Bon, 01 40 33 9000. On va un peu prolonger le débat parce qu'il est intéressant. On aime savoir un petit peu parce que c'est vrai que j'en entends de plus en plus. Moi, il y a des gens qui me disent moi j'en ai marre, je veux plus aller à la mosquée, ça se passe mal. Il y a toujours voilà, ce qu'on on a entendu dans la bouche de Mohamed tout à l'heure. Ce qui est bien, c'est d'avoir des témoignages de ce pourquoi on va plus à la mosquée, ce pourquoi les gens décident de la déserter. Rappelons quand même à juste titre que les mosquées sont bel et bien pleines, même archi pleines, que ce soit le vendredi, en particulier le jour de l'Aïd. Voilà, c'est et c'est tant mieux d'ailleurs. Ce qu'on espère, c'est une meilleure organisation, c'est une meilleure fluidité, c'est un meilleur accueil dans certains endroits. Et il faut saluer aussi de belles mosquées avec des gens qui sont professionnels et qui travaillent très bien. J'en ai une en tête comme ça, un exemple. Reims, voilà. C'est la mosquée de Vigneux aussi, la mosquée de Créteil aussi. Enfin, c'est très bien administré aussi. Super endroit. Donc en fait, une fois de plus, ce que ça prouve que ça se décide au niveau de la mosquée. C'est pas un organe comme ça national qui va venir dicter aux mosquées leur gestion et leur administration. Oh non. 01 40 33 9000 pour nous en parler évidemment, vous n'hésitez pas. Et puis on parlera tout à l'heure de Haït Hamimi. Vous savez où elle est, Haït Hamimi? Elle est en Tunisie. Elle est chez vous, Monsieur Mamie. Monsieur Mamie est là. Haït Hamimi qui va aller ensuite en Algérie. En fait, au départ, ça devait être l'inverse, et puis ça a été inversé. Donc du coup, elle est en Tunisie. Première tournée, donc premier pays. Alors disent arabes, donc pays maghrébin, on va dire, Tunisie donc pour Haït Hamimi qui ensuite partira en Algérie et retournera chez elle. Si je voulais être provocatrice, je dirais le meilleur pour la fin. Ça, non ça, mais le patron est là, bien. Donc je ne le dis pas. Ça sent bien l'algérienne, ça. Hein. Voilà. À tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a, Tarek? Répondez, vous avez été interpellé. Je réponds pas, mais quand on goûte, c'est la première goutte qu'on garde en mémoire. Voilà. C'est un peu comme le premier amour. Mais le dessert, on n'oublie jamais. On termine avec un bon dessert. Même quand le plat n'a pas été bon, on retient le dessert. À tout de suite. L'essentiel, c'est qu'elle soit reçue, qu'elle fasse exactement. Elle est reçue avec les honneurs. Non, mais moi, je suis en train de voir dans sa situation, si on pouvait faire d'elle, c'est un mauvais exemple que je vais donner, mais c'est comme ça, comme l'ancienne dame de Birmanie, qui en fait est devenue quelqu'un grâce au soutien international, même si après elle a tourné kazakh en devenant Premier ministre, ça serait quelque chose de bien, non pas pour Ahad, mais pour les Palestiniens, et pour cette cause juste, donc bravo Ahad. Dans un instant, 01 40 33 9000, on est de retour très vite, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, on est là, messieurs, dames, jusque 18h avec Nadia Lazouni, et oui, elle est là aussi, bien sûr. Jusque 18h avec vous, chers amis auditrices. Je suis le quota. Auditeurs, le quota. Le quota a débarqué. Voilà, c'est pas normal d'ailleurs. Hein, c'est pas. Vous voyez, dès qu'il y a une femme toute seule à l'antenne, voilà. Voilà, j'ai vu de la lumière, j'ai vu Nadia assise. Je me suis dit, il y a un fauteuil dans le studio qui est vide. C'est ça. Fakali est avec nous, 01 40 33 9000. Je vous rappelle la question du jour aujourd'hui à propos de la démission de Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, qui l'a proposé à Emmanuel Macron. Il semblerait, encore une fois, en employant le conditionnel dans tout ce qu'on dit maintenant aujourd'hui, c'est important et ça nous préserve aussi, que les relations entre le chef d'État, donc Emmanuel Macron et Gérard Collomb, qui étaient très bonnes au départ, se sont un petit peu, comment dirais-je, abîmées au fil du temps, au fil des affaires aussi, au fil des, voilà. Et donc Gérard Collomb, qui a une autre ambition plus locale pour la ville de Lyon, qu'il souhaite lui retrouver, eh bien, a proposé sa démission au chef de l'État, qu'il l'a refusé hier. Gérard Collomb qui maintient aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est ce qu'il a dit, la proposition de démission. On sent vraiment qu'il a envie de partir. Il a envie de dire à Macron, bon, lâche-moi tranquille, lâche-moi, c'est bon, j'en ai marre, j'ai assez donné. Et puis c'est vrai que dans l'affaire Benalla, il est quand même apparu pour celui qui était au courant de rien, le dernier informé de la chaîne, Gérard Collomb, dans l'affaire Benalla. Bon, Fakri est avec nous. Fakri, bonjour. Et on en est amené à parler des mosquées et du culte. Après Fakri, c'est Collomb en fait, parce que ça m'intéresse ce dossier. Ah, Collomb, oui, absolument. Fakri, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, cher Fakri. Vous nous appelez de la région parisienne, soyez le bienvenu. Merci. En fait, en vous écoutant, j'ai voulu apporter le débat sur autre chose que les mosquées. Je vous en prie, allez-y. Comment ? Je vous en prie, allez-y, disais-je. Effectivement, on parle de mosquées, de remplissage de mosquées et des prêches et tout. Mais je voudrais aussi attirer l'attention sur autre chose, c'est que on construit beaucoup de mosquées, mais notre communauté ne construit pas beaucoup d'écoles. Et le savoir, il est dans les écoles, il n'est pas dans la mosquée. Et ça, je pense que c'est un point qu'un jour ou l'autre, il faut qu'il y aura un débat national où
ou communautaire, où on doit construire plus de mosquées plus d'écoles que de mosquées. Est-ce que je peux intervenir? Et je suis assez d'accord, mais bon, alors en même temps, moi pour le coup, je vois autre chose, c'est que pendant toutes les levées de fonds dans les mosquées sont destinés à construire l'école, mais sauf qu'on n'a pas de personnel formé. Alors moi, je vois beaucoup d'écoles et de locaux et de mobilier, mais je ne vois pas de personnel. Donc pourquoi construire une école alors qu'il n'y a pas l'argent ensuite derrière pour payer de manière digne, je dis bien digne, les professeurs? C'est ça le souci. Nadia, je parle. Allez-y. Effectivement, je parle d'écoles privées. Oui. Où bien sûr, comme toutes les écoles privées, on paye. Oui. On a des subventions de l'État, mais aussi on paye. On parle de privé, on parle pas de l'école publique. Oui, bien sûr. L'image de Averroès à Lille, par exemple. Il y a certaines communautés qui ont compris ça depuis des années et qui ont aujourd'hui et demain et pour toujours sortiront des élites. Bien et sûr. C'est avec les élites qu'on aura du pouvoir. C'est pas avec les mosquées, je dirais entre guillemets. Donc moi je me bats à chaque fois pour dire aux gens qui prêchent, il faut aussi insuffler les constructions des écoles pour avoir le vrai savoir. Et le savoir des écoles privées, c'est pas le savoir des écoles publiques. Je partage votre avis, il faut des écoles privées, mais une fois de plus d'expérience, beaucoup d'écoles ferment, faute de moyens. En fait, c'est pas pérenne, hein. C'est ça le problème. C'est qu'ils investissent. Alors il y a un gros problème. Ils investissent énormément d'argent dans la construction des mosquées, qui pourraient être beaucoup plus sobres finalement, hein, dans les matériaux choisis, et qu'on puisse récupérer l'argent, le reliquat finalement pour pouvoir payer. Donc c'est vrai qu'on a du mal à prioriser, mais de l'autre côté, on peut pas demander aussi à des gens de s'investir dans l'éducation de nos enfants s'ils sont pas payés correctement, ou même s'ils sont pas suffisamment formés. Il faut regarder le business model et trouver un équilibre. Parce que je comprends pas pourquoi des autres écoles privées marchent très bien et en récolte, ils font même des bénéfices, et pourquoi nos écoles à nous ne pourraient pas marcher. Donc c'est qu'il y a un juste, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Sûr. Alors, il y a un business plan à faire et trouver le bon équilibre pour que encore une fois, le savoir qu'on a dans le privé n'a rien à voir avec le savoir des écoles privées. Et on pourra jamais être. Il y aura des miettes d'élite qui sortiront de nos écoles publiques, de notre communauté. Mais si on avait des écoles à nous, je pense qu'il y aura plus d'élite. Et quand on dit élite, c'est pas que des politiques, c'est de la médecine, c'est des architectes. Oui, bien sûr. C'est des avocats. C'est un problème générationnel, peut-être, messieurs, enfin, madame. Alors, je veux me lancer sur 3 pistes. Toute provocatrice exprès, pour une fois. Il m'est arrivé un jour de dire à quelqu'un qui m'a appelé pour acheter une pub à la radio pour construire une mosquée. Je lui ai dit, chiche, je prends pas ton argent pour te faire une campagne de pub pour construire une mosquée, mais le jour où tu arriveras à la conclusion de faire une école, mais une vraie école, je t'offrirai la campagne gratuitement à la radio. Parce que nous reposons notre pensée et notre réflexion sur le premier verset du Coran, Iqra, lis, interprète, comprendre. Ça, c'est la première piste. La deuxième piste, aujourd'hui, n'importe qui est capable de construire une mosquée et d'ouvrir une mosquée. L'État ne lui demande pas de lui, et personne ne demande de lui, de la compétence et du savoir pour faire une mosquée. Donc, quand le métier n'est pas réglementé, comme l'architecte, comme l'avocat, comme le médecin, nous sommes tous des grands spécialistes de la religion et nous sommes tous capables de construire une mosquée et de devenir chef de mosquée. C'est pour ça qu'on construit des mosquées. C'est tenté qu'on ait les permis de construire. Hein. Non, mais le permis de vous avez l'argent et vous êtes bien avec le maire, vous l'avez, moi je vous l'amène. Donc ça, c'est la deuxième. La troisième, c'est que beaucoup, en fait, ont compris que quand ils disent école, il y a les poches des parents qui s'ouvrent, et donc ils demandent l'école, mais ils ne font pas d'école. Et troisième et dernière chose, il faut par contre donner l'avantage à ceux qui ouvrent des écoles de langue arabe dans la mosquée, la limite qu'il y a 2 arabes à comprendre. Il y a l'arabe des premiers mots pour que les gens apprennent un petit peu la religion et puissent réciter la Fatiha et quelques autres versets pour faire la prière. Ça, je l'appellerai d'une manière provocatrice l'arabe des mosquées. Et il y a l'autre arabe qui est l'arabe, la langue de civilisation et de culture et de compréhension différente du Coran et de Voltaire. Et cela, il faut que ce soit les écoles comme vous le dites. Donc aujourd'hui, le gros problème qu'on a, n'importe qui peut se lancer dans le projet d'une mosquée. N'importe qui ne peut pas se lancer dans un projet d'une école pédagogique normale. C'est un peu ce que disait Nadia tout à l'heure, il y a un manque de personnel en fait. Non, c'est pas le personnel, c'est-à-dire non, mais c'est pas le personnel, c'est-à-dire que celui qui a de l'argent dans la mosquée ne veut pas chercher les professeurs
qui ont le niveau pour bien les payer. Ils veulent les traiter comme les imams, qui n'ont ni garantie, ni salaire, ni sécurité sociale. Or, le monsieur qui donne des cours ailleurs, privés ou publics, il gagne sa vie. Donc, dernière chose, il y a un danger à toutes ces écoles privées, et je le dis ici, catholiques, juives et chrétiennes, parce que si on continue sur cette lancée, et je parle des 3 religions, dans 50 ans, les Français ne se rencontreront plus que pour ceux qui aiment le foot dans les stades, et pour ceux qui font les courses à Carrefour. Donc, jusque-là, il y avait l'armée en France, qui était un creuset de la République pour que les gens se rencontrent et se connaissent, et vous aviez l'école publique. Et si l'école publique est détraquée par toutes ces écoles privées, je ne sais pas et je ne crois pas que ce soit une bonne chose. Donc, revenons aux fondamentaux. Il faut le mosquée avec des gens compétents pour tenir les mosquées. Il faut des écoles pour faire des écoles avec des profs de valeur. Et pour moi, il faut surtout que chaque citoyen rentre dans la citoyenneté. Et l'une des toutes premières citoyennetés pour moi, qui passe par la quantité et pas toujours par la qualité, c'est de participer au vote et de faire que les hommes politiques vous regardent dans notre regard, parce que sans votre vote, ils ne peuvent pas être élus ni députés ni maires. Et ça, ce côté-là, dans la communauté, on est encore loin, parce que quand vous allez très loin, quand vous allez lundi matin et que vous cochiez ceux qui sont sur les listes électorales, surtout depuis que l'inscription est devenue quasi automatique, nos Mohamed, nos Tarek, nos Nadia et nos Christophe éventuellement ne votent pas. Ouais, mais alors moi dans le même temps, pardon monsieur Mami, mais effectivement vous avez raison, on peut pas sacrifier le public parce qu'il faut comment dire garantir cette appartenance à la communauté nationale, cette citoyenneté et tout. Mais on peut pas demander non plus aux musulmanes et aux musulmans de sacrifier l'éducation de leurs enfants en les envoyant dans une école publique qui dépose le bilan. Enfin, Fatima Ouassa, qui est beaucoup mieux placée que moi pour le dire, elle l'a dit à maintes reprises à l'antenne. Aujourd'hui, on ne propose que des filières, des voies de garage. D'ailleurs, ça a toujours été comme ça. Hein. Oui, mais pour autant, pardon, pour autant, 3 pistes. Pour autant, Fatima Ouassa, qui est une grande défenseuse de l'école publique, est contre les écoles privées. Oui, mais parce que elle est aussi très investie dans un syndicat de parents. C'est quelqu'un qui est aussi suit de très près la scolarité. Donc, elle a quand même un profil très particulier aussi, Fatima, qui fait sa différence par rapport au commun, des musulmanes et des musulmans aujourd'hui. Il faut le dire très honnêtement, on n'est pas engagé dans l'éducation et la scolarité de nos enfants. Donc jusqu'à ce qu'on le devienne, effectivement, oui, moi je suis aussi pour la construction de ces écoles privées, mais il faut pour qu'elles soient pérennes. Et qui doit être complémentaire de l'école publique, parce que certains parents cherchent des choses qu'ils n'ont pas dans l'école publique, et que ça ne devienne pas la règle, comme c'est devenu dans la communauté juive. Mais combien d'enfants ont dû, même des musulmans, ont fait leur scolarité dans une école catholique privée? Oui, voilà, mes nièces sont à l'école catholique. Ça n'a pas posé de problème, hein? Non. Ça pose pas. Moi, mes nièces sont à l'école catholique, parce que, et très clairement, aujourd'hui, vu l'état des écoles musulmanes, à quelques exceptions près, je trouve ça beaucoup plus rassurant qu'elles soient dans des écoles catholiques que dans des écoles musulmanes. Les écoles pérennes, comme vous dites, c'est-à-dire qu'elles ont une structure, une suite, des profs et tout ça. Oui. Fakri, en tout cas, merci pour votre témomoignage. Alors, très intéressant. Si vous voulez les chiffres, là, qui vont faire sursauter quelques-uns, les chiffres que je donne de temps en temps, une fois par an, et que Nadia n'osait pas donner. Non, je ne les connais pas, et je suis... Alors, vous avez dans les chiffres sur la pratique de la religion musulmane en France, vous avez 99% de ceux qui sont dans la culture musulmane qui ne mangent pas de porc. 99. Alors pardon de vous demander cette question, mais les chiffres viennent d'où? C'est important, vous savez, il faut sourcer les choses. C'est pas Montaigne, ça je peux te le dire. Oui, ça c'est bien sûr, mais... Bon, donc c'est pas Montaigne. Ils viennent de plus haut, c'est ça que vous voulez dire? Voilà. Et là-bas, là. Voilà, ils viennent de chez Benalla. Voilà. Et ils viennent de là où les gens travaillent sur les chiffres. Donc vous avez 99% qui sont dans la culture musulmane et qui mangent pas de porc. D'une manière culturelle, instinctive, religieuse, ils savent pas. Mais 99. Vous avez entre 70% et 80% des gens en âge de faire le ramadan qui le font. C'est extraordinaire. Et vous avez 50% des gens qui boivent de l'alcool en dehors du ramadan. Ça l'a fait raccrocher, Fakri, là. Oui. Parce que les chiffres vont mal. Alors, et vous avez donc 50% des gens qui boivent de l'alcool hors ramadan, parce que pendant le ramadan, tout le monde, en gros, ne boit pas, et 50 qui ne boivent pas. Et vous avez les deux autres chiffres, c'est les gens qui font la prière tous les vendredis. On estime à en gros 7% des pratiquants. Les pratiquants ne tombent pas les 100%, ne tombent pas les 70%, c'est dans les 50% de ceux qui boivent pas. Donc en complément, vous avez 7% de ces gens-là qui font. Et vous avez par contre un triplement par 3
un triplement par 3 pendant le Ramadan, ou pendant le Ramadan et pendant le deux fêtes, où 20% de ces 50% vont, ou en tout cas essayent d'aller à la mosquée, parce que vous avez le complément de toutes ces réponses, qu'il n'y a pas assez de place. Si aujourd'hui 20% voulaient aller régulièrement dans les mosquées d'aujourd'hui ne permettent pas de recevoir les 20% des 50% de ceux qui pratiquent. Alors Terence est avec nous, il nous appelle au 01 40 33 9000, il nous appelle de l'étranger, je crois, de Munich en Allemagne. Salut Terence. Oui, c'est ça, oui. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien. Comment ça se passe? Oui, on vous entend bien. Comment ça se passe dans les mosquées en Allemagne, Terence? C'est pour ça que j'ai appelé, parce que chez nous c'est la communauté de Nador, de Nord, c'est eux qui tiennent les mosquées. Et c'est pas les Turcs? Il n'y a pas de dégénération et tout ça. C'est pas les Turcs? Ce que j'ai vu, moi il y a 2 ans, depuis 2 ans je pars pas à la mosquée, parce que ce que j'ai vu là-bas, il y en a qui travaillent avec la police. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Mais et on enregistre ce que je veux dire pendant la prière, et après ils dénoncent ça à la police. Et il y a un jour que après la prière, ils sont venus, ils ont débarqué 3 ou 4 personnes. Ça j'ai vu ça avec mes yeux, et depuis ce jour-là je pars plus là-bas. Terence, j'ai juste une question à vous poser. Vous habitez bien Munich, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Mais les mosquées, c'est pas les Turcs en Allemagne? Non, c'est les Turcs qui tiennent la Berlin. Ah. Mais du Munich jusqu'au Mainz et Francfort, Düsseldorf et tout ça c'est les Nord marocains. D'accord. Ah oui, c'est les Nador. Voilà. Mais la Turquie c'est tout le Berlin et c'est le Nord, quoi. D'accord. C'est une information nouvelle. Oui, absolument. Oui, mais c'est vrai, ça m'a énervé. Et depuis, je fréquente plus les mosquées, moi. Moi, je vais aux mosquées quand je suis au Maroc, dans les pays arabes, c'est tout. Merci Terence depuis Munich. Je vous en prie, à très bientôt. Ça me fait plaisir. Plaisir partagé. 01 40 33 9000 et donc 00 33 1 40 33 9000. Si toutefois vous nous appelez l'étranger, on a quelques auditeurs qui nous écoutent au Canada. J'en salue aussi à Miami, qui nous fait des petits saluts de temps en temps sur Facebook. Donc n'hésitez pas. Et dans le fin fond du Sahara d'Algérie. Oui. Mais pour la partie musicale. D'accord. 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Quel est votre prénom? Oui, bonsoir. Bonsoir cher monsieur. Quel est votre prénom? Baissez votre radio d'abord, s'il vous plaît. Voilà. Ahmed de Marseille. Bonsoir Ahmed de Marseille. Tout à l'heure, il y avait un gars qui a posé une question qui vous a dit que ce qu'il faudrait, c'est des écoles et non pas des mosquées. Oui. L'enseignement doit se faire dans les écoles, non pas des mosquées. Et la bonne dame, elle lui arrive au nez. Eh ben, si vous voulez une expérience, je vous la dis, moi. Allez-y, Ahmed. Moi j'étais dans les années 40, on faisait le Coran. On était assis, une trentaine d'élèves dans le machin, et puis il nous fait essuyer les tables qu'on faisait nous-mêmes peindre, puis on écrivait le Coran et tout ça. Ouais. Et puis il nous faisait répéter le Coran, et puis il avait un roseau, l'imam là, il avait un roseau qui faisait à peu près 3 mètres. Ah oui. Et nous, au bout d'un certain temps, à force de répéter là, dès qu'un gosse il s'endort, il lui donne un coup. Et en 1947, quand il me dit ça, là, je précise, pour vous dire que tout était vrai. Ils ont fait la demande de construction d'une médecin. Ils ont enlevé, en 1948, je crois, je me rappelle plus très bien, en tout cas, et ils nous ont enlevé de par terre pour nous mettre la médecin. Pour nous, le monde a changé. Les enfants s'endormaient moins, ils s'ennuyaient moins. Il était heureux comme tout. Il s'est pas on voyait que dans leur visage, on est devenus des anges, alors qu'on était des diables gardes. Non, par expérience, l'enseignement doit être donné aux parents d'abord et aux enseignants qui ont la médecine qui a été créée par une bêtise. Et puisque je me rappelle avant de perdre la mémoire, parce que je ne suis pas tellement bien, la mixité, je ne sais pas si peut-être au sujet, mais la mixité qui l'a créée, c'est pas les Français, c'est une bêtise qui a créé ça. Et je me souviens que la médecine d'Anguilla, en 1948, on faisait le théâtre.
Et filles et garçons mélangés. Dans les salles, on était mélangés. C'est pas vrai, cher Ahmed, là, vous parlez de votre expérience en Algérie dans les années 40. Dans les années 40, en Algérie. En Algérie. C'est ce qui a créé la France, on avait école de garçons et école de filles. D'accord. Et nous, on avait la médersa. La médersa, c'était mélangé filles et garçons. Par conséquent, la mixité, c'est pas les Français qui nous l'ont laissé. C'est Ben Badis qui a créé ça. Merci en tout cas, merci parce que moi je connais bien cette partie du monde et cette partie de l'histoire et je suis en train de découvrir. Je suis en train de découvrir avec vous, Ahmed, et je vous remercie. Un pont, parce que ce qu'on a comme problème aujourd'hui dans notre communauté quand on parle de tout ça, c'est qu'on n'a pas la mémoire. Et on transmet pas la mémoire, et on respecte pas les gens comme vous qui viennent raconter leur histoire. Et il faudrait que ces jeunes générations apprennent à écouter ce que les anciens, comme ils disent, ont fait, ont pratiqué, parce que c'est important de savoir. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que ce n'est pas la religion qui interdit les choses, c'est l'état de la société ou de la moralité de la société qui empêche les choses. Et ça, c'est très important à dire et à répéter. Merci Haj, en tout cas, pour votre témoignage depuis Marseille. À très bientôt, Ahmed. Donc, merci de nous avoir appelés depuis Marseille. Voilà, on peut continuer évidemment de vous accueillir au 01 40 33 9000. On n'oublie pas un avis tranché, ma chère Nadia. Oui. Comme d'habitude, très tranchant. Il est en train d'être écrit ou il a ça y est, il est écrit. Nadia travaille, est studieuse, hein, attention. J'ai pas dit le contraire, j'ai posé des questions. Je suis journaliste. Donc Nadia Lazouni à suivre pour son avis tranché. Je précise d'ailleurs que on parle beaucoup de Charles Aznavour dans les médias depuis hier. Hein, évidemment, c'est un grand homme qui est parti et que la famille de Charles Aznavour a refusé ou ne souhaite pas l'hommage national que beaucoup attendaient de leur vœu. La mairie de Paris, Anne Hidalgo qui apparemment réfléchit, même en train de faire, de consacrer un endroit dans Paris qui donc porterait le nom de Charles Aznavour. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'interroge quand même dans le traitement médiatique. Certes, c'était un grand artiste, un grand homme que j'ai eu d'ailleurs la chance de voir sur scène. Je peux vous dire que ça marque. Mais on en oublie quand même ce qui s'est passé, c'est carrément passé inaperçu dans les infos, la tragédie qu'il y a eu en Indonésie et partout dans le monde. L'Irak qui, vous avez vu d'ailleurs cette Miss Irak qui s'est fait assassiner comme ça en pleine rue. Oui. C'est des images qu'on ne voit plus à la télé française. On se focalise, sur un événement tragique soit-il, et on en oublie tout le reste. Mais il y a des choses qui se passent, comme disait Feu Brahim Haj Smaïl, la terre tourne, mais parfois elle tourne sans vous, et beaucoup de fois d'ailleurs. Alors, cher Christophe, on a eu l'honneur et le plaisir, nous, de recevoir sur cette radio, qui est plutôt pour les Arabes, les Maghrébins, les musulmans, Monsieur Charles Aznavour, qui a chanté à un certain moment j'allais dire un verset. On se refait pas. Donc une chanson en arabe algérien et en kabyle cassé, mais il a chanté parce que quand on l'a reçu, qu'il savait que c'était France Maghreb 2, il a dit je veux pas vous chanter arménien ou anglais, je vais essayer de vous chanter ce que je sais de la musique. C'était quelle année? C'était du côté, il y avait dans la foulée du gala 1, 2, 3 à Bercy. Donc, ah oui, dans les années 98 quoi. Voilà. Ouais, d'accord. On est avec Mustapha qui nous appelle du Havre. Bonsoir Mustapha, de Marseille au Havre, on voyage. Bonsoir. Je vous appelle parce que, pour intervenir un peu dans le président du Havre, vous parlez qu'il faut qu'on aura des écoles musulmanes. Merci, merci à Mustapha. Je cherchais le mot verset dans la poésie. Et puis, Abdeslam Itache, notre ami, notre chroniqueur avec Fauzi, me dit, Monsieur Tarek, ça s'appelle un couplet. Merci pour le couplet. Mustapha, il vous a coupé le sifflet en l'occurrence, là, Tarek, hein. Oui. Mustapha, allez-y. C'est pas grave, Non. Donc, vous parlez qu'on a besoin des écoles, tout ça. Moi, je suis dans l'enseignement, hein. Donc, ça fait 28 ans que je suis enseignant. Oui. Donc, le problème que j'ai remarqué dans notre communauté, surtout, même les étrangers, hein, les Africains, l'Afrique noire, c'est ça le problème. Et il y a des écoles même publiques, parce que le problème, c'est que mes enfants, ils ont fait tout ici à l'école publique. Et le problème, parce que les parents, ils ont démissionné totalement. S'il y a les parents qui sont derrière aux enfants, je vous promets qu'on n'a pas besoin de créer ni écoles, ni rien du tout. Tout le monde est peur ici. Oui, c'est vrai qu'il y a un taux d'absentéisme, notamment dans les réunions parents-élèves,
dans la communauté. C'est pas moi qui le dis, hein, ce sont des enseignants. Non, moi je le dis parce que je suis dans le oui, bien sûr. Oui. Donc c'est les parents, parce que vous avez confié réunion parents-prof. Venez voir, je vous invite chez nous. Oui, vous avez raison. Je travaille dans le quartier difficile à Mont-Gaillard pendant 14 ans. J'ai travaillé pendant 28 ans, la plupart du temps je travaille dans le quartier difficile. Donc quand vous venez aux parents-prof, on voit pas les parents, on voit que les parents qui s'occupent de leurs enfants. Et c'est pas ça qu'on a besoin, on a besoin des parents qui s'occupent pas de leurs enfants. Et en plus que ça, quand on est dans une quartier difficile bien comme ça, malheureusement, lorsqu'on n'a pas des élèves qui suivent pas tout ça, et on peut dire que on va pas donner le maximum de nous. On va dire pourquoi on va donner le maximum, parce qu'il y a des élèves qui a rien derrière. Et vous savez, il y a des parents, moi j'ai des parents qui viennent me voir, ils me disent, mais je sais pas lire ni écrire. J'ai dit, écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Les enfants, c'est comme un jardin. Si on s'occupe de jardin, on envoie avoir des fleurs, non, il faut enlever les mauvaises herbes. Ah oui, pas mal d'image. Merci beaucoup. J'ai dit aux parents toujours comme ça, j'ai dit aux parents comme ça. On va la reprendre après la pub. Moi, mon père, il sait pas lire ni écrire. J'arrivais avec le bac en France. Mais mon père, voilà, c'est ça le problème. Ouais, pareil, on avait des grandes sœurs et grands frères qui venaient se substituer aux parents, donc oui, il y a toujours une alternative. Merci Moustapha, en tout cas du Havre, hein, pour ce témoignage très important, effectivement. Et ça, c'est à ça aussi que sert par exemple le syndicat Front de Mer, c'est de sensibiliser les parents, avec Fatima Ouassa qui sera avec nous d'ailleurs demain, sensibiliser les parents justement à cette structure, à cette école, à s'y intéresser, à s'y engager aussi parfois, et parce qu'il y a les parents d'élèves aussi, hein, qui peuvent aussi avoir leur mot à dire dans les écoles. Donc là voilà, ça fait partie aussi de toutes ces choses qu'il faut prendre en considération et inciter tous ceux et toutes celles, même si, comme le disait Moustapha, la maman ou le papa ne sait pas lire et écrire, ça n'empêche pas qu'elle puisse aller participer aux réunions et pour s'intéresser un petit peu à ce qui se passe concernant son enfant. Dans un instant, l'avis tranché, Nadia Lazouni. 01 40 33 9000 pour évidemment nous appeler. On va parler de Haït Mimi qui est en Tunisie, et on va parler d'une prof de français qui a alerté sur le fait qu'elle n'a pas pu enseigner un ouvrage parlant de la guerre d'Algérie, faisant face à des propos racistes de la part des lycéens. Tout de suite. NGF, le grand forum avec Nadia Lazouni et aussi Tarek Mami qui est avec nous, hein, qui est venu s'incruster parce qu'il a vu de la lumière, donc il est venu dans le studio. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Nadia, donc voilà, aussi la saluer. Bien entendu, je vous rappelle la question. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui a proposé sa démission au président de la République, Emmanuel Macron, hier. Ce dernier l'a refusé. Démission qui n'est pas d'ailleurs la première. Rappelons d'ailleurs Hulot et puis quelques autres. Gérard Collomb, qui à l'Assemblée nationale aujourd'hui a maintenu, propose toujours donc de démissionner. On sent vraiment qu'il en a marre, qu'il est au bout du rouleau, qu'il a envie de partir. Est-ce que Macron a-t-il eu raison de le maintenir? Vous êtes 80% sur Facebook à penser que non, il n'a pas eu raison, il a eu tort donc. Et 95% sur Twitter, LGF officiel pour voter sur Twitter, France Maghreb 2 sur Facebook. C'est parti mesdames, messieurs, avant de reprendre évidemment vos appels au 01 40 33 9000, puisque vous avez plus que jamais la parole dans cette émission. L'avis tranché signé Nadia Lazouni. Jingle. Alors piétinez-moi, allez-y. J'ai l'impression, Nadia, que tu ne déroges pas à la règle, mais tu vas nous parler de ce dont tous les médias parlent depuis hier, à savoir la mort de Charles Aznavour. Ouais. Bah, je ne sais pas pour vous, mais mon Facebook ressemble aux avis de décès publiés dans le journal de ma petite commune de Normandie. Il n'y a pas un jour où les faire-part se succèdent dans mon fil d'actualité. Les enfants pleurent leurs parents, les parents enterrent leurs enfants et les fans s'insurgent contre la disparition subite de leur idole, même quand elle a près de 100 ans. Hier, lundi 1er octobre, ce fut le florilège des doux messages adressés à Monsieur Aznavour, un homme qui nous a légué, il est vrai, un héritage musical colossal et avec lui un syndrome amnésique. Il semblerait que la légende immortelle de la chanson française n'ait enterré que son idée de génie de trier les migrants. Tout est oublié, tout est pardonné, Charles, car oui, tu nous as fait rêver, on excuse même ton attachement éternel à la plus grande démocratie du Proche-Orient dans les rangs de certains milieux antiracistes. Je crois que c'est là la plus grande prouesse de l'homme. Renaud, si tu m'entends, nul besoin de faire amende honorable, ton talent t'immunisera contre toute protestation populaire. Ah là là, mais quelle ravageoie cette Nadia! Bon, en même temps, hein, l'heure n'est pas à la fête et justement, je pleure aussi, mais je pleure surtout notre indignation sélective. Un mort a réussi à nous faire oublier les 1234 dont la vie a été emportée par le tsunami vendredi dernier, si tant est que nous ayons vraiment pensé à eux.
Alors mon cher Christophe, mon cher Tarek Mami, mon cher Nabil, chères auditrices et chers auditeurs, je vous propose 10 modestes secondes de silence, car on ne peut pas plus, hélas, à l'antenne, pour tous ces anonymes, qu'ils aient péri en Indonésie, au Yémen, en Irak, dans les Balkans, en Syrie, en Palestine, en Centrafrique, en Birmanie ou encore en France. À vous, anonymes, pardon, toute une vie plongée dans le silence ne suffirait pas à vous rendre hommage. « 10 secondes, terminé. » Voilà. Bon. Et bien voilà, pour cet avis tranché, ma chère Nadia, bon bah en clair tu t'offusques contre effectivement le fait que les médias ne parlent pas de ce qui s'est passé, et c'est une horreur. Hein. Bah en fait les médias ont quand même parlé du tsunami, oui. Faut le dire, mais moi c'est surtout, je suis un peu sur les réseaux sociaux, donc je vois un petit peu ce qui se passe, et j'ai pas vu de pensée émue à ces milliers de morts, c'est milliers plutôt, un peu milliers de morts. Si vous avez fait des écoles de presse dans les années 75-80, vous auriez appris que le prof de journalisme donne comme premier cours ce qui intéresse les gens. Ce n'est pas le chien qui mord l'homme, mais c'est l'homme qui mord un chien. Et ce n'est pas le train qui arrive à l'heure, mais le train qui arrive en retard. Et oui. En clair, c'est la distinction entre le connu et l'inconnu. La distinction entre la personnalité dont le nom a été véhiculé pendant un siècle, pour parler de M. Aznavour, et l'anonyme mort en Indonésie, dont on ne m'est même pas capable pour certains de prononcer le prénom. Ouais. Et c'est tout le drame de l'humanité de tout temps, de parler de ce qui nous semble être proche, sans parler de ce qui nous est loin, avec une inversion des règles aujourd'hui avec les réseaux sociaux justement, où des fois on parle beaucoup plus du petit drame qui n'en est pas un, qui est très lointain, et on ne parle jamais de son voisin qui vient de décéder. Oui, mais c'est pour ça que moi j'incriminais pas la presse, elle ne m'étonne pas, elle ne me surprend pas, et à la fois ils ont parlé quand même du tsunami. Je parlais vraiment des réactions, même de manque de réaction de certains groupes dits conscients par rapport à ce tsunami, ou les morts au Yémen, ou les morts en Palestine, ou enfin bref, toutes ces catastrophes, et cet émoi généralisé dans sélection, voilà, c'est plus ça qui m'a interpellée. Parce que variable. Moi-même, franchement, à un moment donné, on a l'habitude de ces morts, ça nous touche presque plus parfois. Ouais. On devient même presque insensible, on est coutumier de ça. Et dans le même temps, voilà, moi c'est la mort d'un mec comme Aznavour qui m'a fait penser à ces morts anonymes. Alors il y a quand même deux exemples contraires. Ouais. Vous savez que les Français n'ont jamais autant donné de leur vie, d'argent, que lors de l'ancien tsunami, 2003, dans lequel les gens ne savaient ni quel pays, ni quel peuple, ni quelle religion. Donc des fois, l'anonymat paye. Oui, mais pardon, je vais être cynique. Hein. Oui, je me souviens de 2003, parce qu'il y a énormément de touristes européens, occidentaux, américains et russes. Mais les gens sont incapables à ce jour de dire où ce tsunami de 2003 a eu lieu. Oui. On leur a dit tsunami Asie, donné. Et d'ailleurs, la grande association, je crois que c'est Médecins sans frontières, a dit arrêtez de donner. Parce que c'est la première fois qu'il y en a de trop, et les gens ne savaient pas pourquoi ils donnaient. Et vous avez le contre-exemple positif pour moi aujourd'hui, c'est que la tournée de Ahad Tamimi en France, malgré tout le monde, et en Tunisie aujourd'hui, en Algérie demain, et j'espère au Maroc dans 3 jours, a eu cet effet de la personnalisation de la vedette qui peut être positif. Donc c'est phénoménal. C'est pas prévu au Maroc, d'ailleurs. Je ne sais pas. Ah oui, je m'avance pas et je cherche pas à polémiquer. Non, il n'y a pas de polémique. Juste je vous donne des infos, moi. Je polémique pas. La trajectoire. Mais je veux dire donc, des fois, être connu et accaparer l'écran peut aussi être quelque chose de bon. Oui. Quand on porte un message salutaire. Ce qui n'a pas été le cas, en tout cas, dans la fin de sa vie, pour Aznavour, hélas. Mais en tout cas, quel bonhomme et quel artiste. Quelle œuvre. Non, ça c'est clair. Alors, moi, j'ai travaillé un petit peu hier soir, en ne sachant pas que j'allais passer aujourd'hui, mais c'est pour ma culture personnelle. En fait, ce monsieur, aux 90 ans. 94 aujourd'hui. Ou un siècle, il a fait plaisir à chaque groupe. C'est vrai. À des moments différents d'histoire. Ce qui fait qu'on peut dire effectivement sur la phrase éternelle, Israël, Turquie. Sur la Turquie, il a une phrase terrible. Il dit, moi, je n'irai jamais de ma vie en Turquie. Oui. Mais tous ceux qui peuvent parler aux Turcs, je les encourage à le faire. Parce qu'il faut leur parler pour qu'on arrive à quelque chose. Vous voyez, donc,
Un peu paradoxe quand même. Oui, c'est ça, mais il était comme ça. Sur l'Algérie, il a chanté Algérie, il m'a dit que j'aime l'Algérie. Il m'a dit, dans l'interview, nous avait dit, j'ai entendu parler de l'Algérie en 58, je savais pas ce que c'était, mais on m'a expliqué qu'il y a un peuple qui se bat pour sa liberté, et je suis devenu pro-algérien. Donc, sur les rappeurs, il a fait un super truc avec Kerry James. Kerry James, c'est bien sûr. Magnifique. Voilà. Donc, c'est un monsieur multiface. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'était un opportuniste sur la longue vie ou un opportuniste du moment quand il est devant une situation, il réagit? Je répondrai pas à la question, mais c'est un monsieur multiface à qui on ne peut quand même que rendre hommage. Je veux dire, entre nous, ils sont morts tous les deux, que Dieu les accueille chacun à la place qu'il mérite, mais je préfère l'hommage d'aujourd'hui d'Aznavour à celui qui a été fait à Johnny, qui ne correspondait à rien en termes de culture nationale, en dehors du fait qu'il avait les motards, les je sais pas quoi, tout le monde est avec lui. Donc c'est pas la même chose quand même. C'est pour ça que alors voilà, je vais quand même apporter une nuance dans ce que je disais. Je reconnais le talent du monsieur, je reconnais quand même aussi quelque part son courage. C'est une grande figure de la chanson française qui collabore à un moment donné avec un rappeur. On connaît l'image, on va dire, un peu dégradante que les gens ont en France des rappeurs. Donc c'est un magnifique duo avec Kerry James. Un rappeur engagé pour la cause palestinienne. D'ailleurs, je le précise. Voilà, exactement. Et pour c'est tout le paradoxe. Beaucoup de causes. Je crois que le duo qu'il a fait avec Kerry James, ça date de 2008. Donc il y a 10 ans. Donc 10 ans après, l'homme a changé. Et c'est peut-être aussi lié à je sais pas, moi, peut-être une déficience à un moment donné de ses facultés mentales, de pouvoir raisonner ou de conscientiser certains problèmes. Donc je trouve même cette excuse, même à Renaud qui a été très critiqué. Alors que c'était un homme engagé, un artiste engagé. Aujourd'hui, on sait même pas comment on peut basculer. Donc, faut pas condamner de manière hâtive. Et aussi, pourquoi ils ont basculé et pourquoi, en plus, à la fin de leur carrière. Alors, ils avaient plutôt intérêt de le faire plus tôt. Donc, alors, je sais que beaucoup d'auditeurs arméniens nous écoutent. Parce qu'on partage la fréquence dans la tranche du matin avec nos amis arméniens. Et donc, je sais que eux sont particulièrement touchés. Donc, on leur présente, bien sûr, les condoléances de France Mariam 2 à tous ces auditeurs. Après tout, on cohabite sur la même fréquence. Et je sais que dans cette communauté, c'est le pilier de la communauté, les partis. On m'a même expliqué hier qu'on l'appelait Monsieur Électricité en Arménie, parce que quand il y a eu le tremblement de terre, il a donné de l'argent, y compris de son argent, et les gens qui ne savaient pas son nom, le truc, et ils disent c'est Monsieur Électricité. C'est le monsieur grâce à qui ils ont retrouvé l'électricité. On a Karim qui nous attend au standard au 01 40 33 9000 avant de parler du zapping. Karim, bonsoir. Bonsoir, salam alaikum. Bonsoir, vous nous appelez d'où, cher Karim? De Lille. De Lille, dans le Nord. Ah, le Nord. Il peut nous écouter maintenant sur la radio numérique. Vous lancez assez souvent des débats très très intéressants et qui nécessitent une clarification vu le contexte politique, social actuel de la communauté musulmane. Et quand c'est pas votre radio, je vous cache pas que j'écoute Radio Gazelle de Marseille, le travail d'arabe, et je trouve que vous avez deux émissions qui se ressemblent. Vous devriez d'ailleurs même vous rencontrer pour enrichir un peu plus ces deux programmes respectifs. Voilà, ça c'est ma petite contribution. Merci pour le conseil, on a déjà donné. Très bien. Je viens vers vous pour plusieurs choses. La première, c'est pour revenir à l'anecdote, parce que pour moi c'est une anecdote. Le ministre, je crois que le ministre de l'Intérieur avait déjà, avant même de se positionner comme ministre de l'Intérieur, envie de se présenter à l'élection municipale. Et c'est comme pour les étudiants. Il a voulu rajouter sur son CV le fait qu'il soit passé au ministère de l'Intérieur pour pouvoir être beaucoup plus probant lors de la prochaine campagne électorale. Première remarque de ma part. Deuxième remarque, c'est qu'il était très attendu d'ailleurs dans le cadre de ce dispositif de police de proximité qui est tant attendu, pas par les plus riches, mais par les quartiers populaires. On attend toujours cette police de proximité. Et merci Monsieur Collomb de démissionner à un moment où cette police de proximité n'est toujours pas installée. Il a le sens de la République, il a peut-être le sens des priorités, mais nous on a le sens commun d'intérêt collectif. Donc il est vrai que le président a bien raison de le garder, de gré ou de force, pour lui faire comprendre que être ministre c'est pas un plan de carrière, c'est assumer ses responsabilités jusqu'à la fin du mandat. Voilà pour ce qui le concerne. Pour l'islam, j'ai entendu tout à l'heure une personne dire parler du désengagement des parents. C'est tout à fait vrai. Beaucoup de parents, sans vouloir décrier, moi j'ai assisté dernièrement à une rencontre parents-élèves de rentrée, de collège. Il y a eu très peu de parents, et quand les parents sont présents,
je ne sais pas si c'est statistiquement prouvé, mais visuellement, c'est toujours les mamans qui sont présents. Exact. Les papas ne sont pas là. Je vous confirme. Alors ça me surprend grandement. C'est peut-être des mères. Alors pour moi, c'est une femme qui parle. C'est peut-être des mères au foyer. Donc ça peut aussi expliquer. Non, en général, moi j'ai assisté. Voilà. Quand il y avait les réunions pour mes enfants à l'école, j'y allais et il y avait beaucoup, par exemple, et ça m'a frappé parce que je suis devenu quelque part l'interprète de femmes africaines qui ne parlaient pas bien le français. Tout à fait. Et qui venaient pour comprendre ce qu'on disait à leur fils. Et quand j'ai pris la parole, beaucoup sont venus me voir, me dire, monsieur, vous pouvez nous expliquer un petit peu, parce qu'on veut savoir, on veut que les enfants réussissent. Mais si vous saviez à quel point ces mamans qui viennent avec pas tous les outils dont vous parliez à juste titre, monsieur, eh bien, veulent à tout prix la réussite de leurs enfants. Et comme je le remarque souvent dans ces rencontres parents-élèves de rentrée scolaire, c'est souvent les mamans, et je voulais là aussi apporter, mettre en épingle leur sens de sacrifice, j'allais prédire, sur le plan familial, mais aussi sur le plan scolaire, et leur intérêt à ce que leurs enfants réussissent. Et ils vont jusqu'à assister à des rencontres dans lesquelles ils n'ont pas tous les outils pour les comprendre, d'où la nécessité de servir d'interprète, comme vous le dites, et c'est souvent le cas. Voilà, troisième remarque. On parle de l'islam de France, on parle beaucoup de l'islam. Je pense que l'islam aurait besoin, mais tant qu'on n'aura pas d'instance indépendante, quand je dis indépendante, c'est indépendant de toutes les pollutions, alors politique intérieure ou politique extérieure ou des autres États. Voyez, tant qu'on n'aura pas une instance indépendante, on ne pourra pas instaurer cet islam, pas de France, parce que j'aime pas cette expression de France, à croire qu'il faille renoncer à certains principes musulmans, alors que les principes musulmans, ce sont des principes auxquels tout le monde peut adhérer. C'est l'humanisme, c'est la solidarité. J'allais presque dire, référez-vous aux écrits de monsieur Malek Chebel, référez-vous aux écrits récents, c'est des gens de notre temps, de Mohamed Bachrafil et d'autres. Je t'en aller vers nos anciens. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est indispensable aujourd'hui que notre jeunesse puisse avoir un repère et qu'il n'y ait pas plusieurs sons de cloche. Je prends un exemple. Dans certaines villes, dans un périmètre très restreint, on peut trouver plusieurs mosquées. Ça, j'ai du mal à comprendre. Il aurait mieux valu que tout le monde se mette dans un pot commun pour qu'on puisse construire quelque chose de bon et qu'il y ait un seul son de cloche. Et là, bizarrement, dans certaines villes, dans des distances très resserrées, on voit plusieurs mosquées. Non, il faut impérativement déidéologiser, je prends un terme qu'avait lancé d'ailleurs Malek Chebel. Ouais, mais pardon de le dire, mais peut-être qu'au départ, tout simplement, c'est juste des questions pratiques, il y avait une mosquée, et la capacité d'accueil étant limitée, il y en a une deuxième qui a ouvert, c'est aussi possible. Mais l'autre possibilité, c'est que la première a été faite par la nationalité X, la deuxième est par la nationalité Y. C'est souvent le cas, tout à fait, monsieur. Mais même 2 ou 3 mosquées. Ce n'est pas décrié. C'est simplement dire qu'il est quand même bizarre qu'on ait plusieurs, j'ose à peine dire tendance, dans un même. Comment voulez-vous que le jeune puisse s'y retrouver? Parce que l'idée de la mosquée, le parent s'investit. C'est le parent d'éduquer une spiritualité afin qu'il puisse apporter un éveil à lui et à sa communauté. Quand je dis communauté, c'est communauté nationale et à sa ville, qu'il serve à quelque chose. On dit toujours que le meilleur d'entre nous, c'est celui qui sert à l'intérêt commun. Mais ça, c'est le rôle du parent que vous décrivez. De cette jeunesse qui a besoin. Et on voit aujourd'hui, moi je le vois au travers de cette jeunesse que je rencontre souvent, c'est chacun sa manière de voir les choses. Et on n'a pas tous la même vision. Quelquefois, ça peut être polémique. Tant mieux. Mais pour le coup, alors moi, je vais mettre un petit peu de nuance dans ce que vous dites. Déjà, ce que vous décrivez là, l'éveil spirituel, etc. C'est le rôle du parent. La mosquée, à la limite, elle est un relais, mais il faut pas compter sur la mosquée pour qu'elle réponde à ce besoin qui doit être finalement contenté par les parents. Je suis d'accord avec vous quand les parents ont cet éveil et d'ailleurs je dirais même ce vaccin parce que moi j'ai des enfants et je leur ai inculqué l'islam dont j'ai hérité. Je me suis enrichi ensuite de toutes les lectures, des apprentissages de ceux qui savaient mieux que moi. Je vous apportais ces écrits. Je vous parle de ceux qui sont par exemple dans la conversion. Sur Internet, ils vont même plus à la mosquée. Mais c'est ça qui est terrible. C'est l'islam d'Internet. Ça, c'est l'islam 2.0. Les gens apprennent auprès des prédicateurs sur Internet, qui n'ont pas, alors pour le coup, qui sont français mais qui ne maîtrisent même pas la langue. Qui ont une formation, c'est des autodidactes en plus de ça. C'est que vraiment aujourd'hui la réalité c'est celle-là. Les enfants aujourd'hui apprennent sur les réseaux sociaux, ils n'apprennent plus à la mosquée. Merci en tout cas Karim. Je précise et une précision technique, cher Karim. Merci, au revoir. Donc Bajrafil intervient sur France Maghreb 2, il n'intervient pas ailleurs, c'est pas non plus gratuit. Je vous raconte une anecdote qui n'en est pas une. J'ai un copain marocain dont la mère est analphabète.
trilingue, comme dit l'autre. Elle lit pas ni le français, ni l'arabe, ni le berbère. Et elle l'a forcé à faire les études et elle a trouvé une technique. Elle lui dit, va lire ta leçon toute seule et viens me la réciter. Et elle parlait pas, elle lui savait pas que sa mère ne lisait pas. Alors, elle lui dit, récite-moi, elle prend le bouquin. D'ailleurs, il m'a dit, je me suis rendu compte parce que le bouquin était à l'envers. C'est pour dire. Et quand il récitait la première fois et qu'il bégayait sur les mots, elle dit, va apprendre ta leçon. Et elle le lâche quand il vient et qu'il lit d'un trait la leçon. Et voilà comment les parents trouver les moyens de pousser les enfants à faire ces études, alors qu'eux-mêmes n'ont aucun moyen de vérifier si c'est bon ou pas. Donc le rôle du parent, mais d'ailleurs... c'est les mères, encore une fois de plus, mais Fatima... Force et honneur aux mères. La chronique de Fatima, la dernière fois, quand elle disait, à juste titre, mais j'étais complètement d'accord, elle disait, mais si vous voulez encadrer, avoir un regard sur... protéger vos enfants, par exemple, des menaces extérieures, etc. Investissez-vous dans la vie de vos enfants et contrôlez ce qu'ils regardent, leur téléphone et tout ça. Et aujourd'hui, on apprend sur Internet. Et aujourd'hui, on apprend avec, une fois de plus, des gens qui ont une formation religieuse qui laisse à désirer, qui même être qui est absente. Ils ont juste une aura et ça suffit amplement pour apprendre auprès d'eux. Et après, j'aimerais juste ajouter encore un petit truc, Christophe. C'est que je reviendrai à Colombe pour terminer. Pardon, excusez-moi. Le discours de ce monsieur de Lille, vraiment j'avais exactement le même, c'est-à-dire unifier, fédérer, avoir un organe, une mosquée, on se met tous d'accord, tous ensemble. Pourquoi diviser? Avec l'expérience, on comprend pourquoi. Moi, je viens de la société civile, j'ai pas été investi dans les mosquées, j'ai été investi dans des associations dites antiracistes. Et j'ai côtoyé des personnes qui servaient leurs ambitions personnelles, qui exploitaient, j'ai fait une chronique sur ça, sur l'instrumentalisation justement de ces sœurs qui sont diplômées, voire surdiplômées, mais parce elles ont choisi de porter un hijab, donc du coup elles font face à une discrimination et un marché de l'emploi qui est complètement, qui leur est complètement fermé. Et quand on est face à ces personnes qui, à mon sens, m'ont causé beaucoup plus de tort que ce système, contre lequel on se bat et qu'on dénonce tous les jours. Et franchement, moi aujourd'hui, vous ne me retrouverez dans aucune association. Et je comprends maintenant qu'il y ait de plus en plus d'initiatives comme ça qui se multiplient, parce que c'est juste pas possible de travailler avec certaines personnes qui n'ont aucune éthique. Donc ça aussi, faut l'entendre. C'est pas seulement avoir sa propre mosquée ou sa propre association, c'est qu'il est impossible aujourd'hui de travailler avec des gens qui sont dans le monopole, qui refusent de partager, qui refusent d'entendre, qui manipulent et qui instrumentalisent. C'est une réalité. Peut-être qu'il faut nuancer un petit peu le problème de la construction des mosquées sur des bases nationalitaires, c'est-à-dire de la nation d'origine marocaine, algérienne, surtout, et turque maintenant, viennent beaucoup plus de ce qu'on appelle l'islam consulaire que du problème réel que vous décrivez dans l'association. Parce que dans les associations, si on a 1000 et qu'il y a 1000 personnes avec un ego, j'allais dire, c'est pas grave, vous n'êtes pas à l'aise, vous partez ailleurs. Alors que dans ces mosquées, vous reconstruisez un imaginaire qui n'est pas collectif à tous ici, mais collectif à certains. Et donc, là, ça participe de la division volontaire qui vient de deux choses. La première, c'est que moi, j'ai entendu des gens, dans une autre vie, j'ai conseillé la construction des mosquées, et la première question que je posais aux gens qui venaient me voir en tant qu'avocat conseiller juridique, c'était: est-ce que vous avez décidé d'aller sur 1901 ou 1905? C'est quoi? Donc ils savent pas. Ils vont construire la mosquée, mais en fait ils savent pas. Quand vous leur expliquez, première réponse, 1905 c'est pas bon. Il y a l'État qui s'ingère, il y a les trucs, parce que j'explique tout, moi. Alors que 1901, on est entre nous, en famille. Donc vous avez à la fois des problèmes de maturité politique, de maturité juridique, de maturité sociale, tout simplement. Et vous avez ce cordon ombilical, et j'utilise, moi, le mot moratoire de Tariq Ramadan pour faire de la provoque. Je dis, ne coupez pas entièrement ce cordon ombilical, mais déchirez-le un petit peu pour que vous puissiez dire oui ou non. Et c'est un état d'esprit qui n'est pas encore tout à fait arrivé, parce qu'on va reprocher aux uns d'être avec les frères musulmans, on va reprocher aux autres d'être avec l'Algérie, la Turquie ou le Maroc, on va reprocher au troisième, l'opération d'aujourd'hui, ils sont attachés à l'Iran et au chiisme, en fait ils sont antisionistes, et donc en fait nous sommes dans une phase de maturation sociale, parce que moi je trouve que cette communauté a beaucoup reculé depuis la marche pour l'égalité de 83,
baptisée dans la presse et par les hommes politiques par marche des beurs, alors que c'était pas la marche des beurs, c'était une marche contre le racisme. Et en même temps, cette communauté a aussi beaucoup avancé sur d'autres plans, et on n'arrive pas à voir, j'allais dire, de nos yeux ou de notre vivant, comme disaient les communistes, est-ce que c'est majoritairement positif ce qui s'est passé entre 1983 et aujourd'hui, ou est-ce que c'est majoritairement négatif? Et on regarde. Et selon notre état d'esprit, selon notre pessimisme ou optimisme, on opte pour l'un et pour l'autre, alors que c'est une machine qui marche. Ouais, moi j'avoue que j'ai un discours quand même plutôt pessimiste, mais là je parlais encore une fois de plus d'associations de la société civile, des associations antiracistes, je parlais pas des mosquées, parce que j'ai pas un mot à dire, je n'ai pas d'expérience dans les mosquées, mais en revanche, moi, je suis quand même réaliste. Et là où je suis un peu plus positif, c'est que on est une jeune communauté, on se structure, notre structuration, on va dire, est assez récente, et je trouve qu'il y a quand même de belles avancées. Il y a de belles avancées, donc il faut juste nous laisser le temps, effectivement, de la maturité, comme le disait Monsieur Mami, au lieu de vouloir à tout prix construire, ériger un organe, une instance pour avoir une seule parole. Non. Puis-je apporter ma petite petite expérience depuis une vingtaine d'années, voire un peu plus, que je fais de la radio au sein de la communauté, parce qu'avant ici j'étais dans une autre radio et je faisais à peu près le même type d'émission. Pourquoi? Ça fait 20 ans, 25 ans que j'entends les mêmes choses. 25 ans qu'il y a effectivement des initiatives qui se déploient. En fait, aujourd'hui, j'ai compris une chose. J'ai compris qu'il y a effectivement une communauté qui espère et qui essaie de s'organiser, mais vous avez toujours, et j'ai l'impression que c'est pas propre à la communauté, c'est propre, j'allais dire, à la politique, c'est propre à tous les peuples du monde peut-être. Il y a toujours ces personnes qui sont pas nombreuses, mais qui sont là et qui essaient de s'approprier des choses, qui essaient de faire des trucs et de les rapporter à eux. Et ça suffit. En fait, aujourd'hui, il y en a marre de tous ces... Regardez, je vous donne juste un exemple en ce moment. Rapport El-Karoui. Proposition musulman, consultation Marwan Mohamed. CFCM qui peine à se relever. Eh ben, on fait quoi avec tout ça? Au bout d'un moment, moi, je comprends Macron qui disent, bon, écoute, avec tout ce bordel, on va peut-être prendre une décision. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'on est très critique vis-à-vis des anciens. Et on reproduit exactement les mêmes travers. C'est quand on dit aux anciens qu'ils essaient de garder le monopole, ils sont absolument pas dans la discussion, ils sont absolument pas dans l'échange, etc. Et justement, là, ces petits jeunes là qui émergent et qui ont ces prétentions de succéder aux anciens, ils sont pas dans cette même dynamique. On appelle ça en arabe la politique des coursis. On l'a amené dans nos gènes et il va falloir couper le coursis et le gène. À tout de suite. Mais on coupe pas la pub parce que sinon après il y a plus de fric. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. NGF, le grand forum pour les quelques minutes, il ne nous en reste pas beaucoup et je sais qu'il y en a qui veulent du Libertad, donc vous allez en avoir dans un instant. Je voulais juste vous parler de Aït Tamimi qui effectivement, je le disais tout à l'heure, en Tunisie, qui a été reçu d'ailleurs en grande pompe par le président Béji Caïd Essebsi. Une réception d'ailleurs à son honneur, elle va aller au centre de l'UGTT, elle va faire vraiment participer pendant 3 jours, elle va rester en Tunisie, elle va vraiment être sollicitée de partout et c'est l'invité d'honneur du président Béji Caïd Essebsi. Cette dernière se rendra ensuite en Algérie et elle rentrera chez elle par la suite. Et c'est une très bonne chose, Christophe, dans le sens où aujourd'hui... Ça coïncide d'ailleurs, Tarek, avec le QG de l'OLP qui a été bombardé par Israël en 85 à Tunis. Tout à fait. Qui avait fait 60 morts d'ailleurs. Tout à fait, à côté de Tunis. Moi j'ai été en Palestine, la première fois, la phrase qu'on m'a dite quand j'ai commencé à parler arabe et tunisien, on m'a dit t'es d'où? J'ai dit bon, je suis originaire de la Tunisie. Et le premier Palestinien qui était un coiffeur, donc un homme de la ville, un homme simple, il me dit c'est le seul pays dans lequel les Palestiniens sont partis vivants et ont quitté vivants. Ils ont été en Syrie, on les a égorgés. En Égypte, on les a égorgés. En Jordanie, au Liban. Donc la Tunisie a cette image. Et donc aujourd'hui, si ces visites en Tunisie, en Algérie pouvaient servir de carcasse de protection pour Ahad, c'est une très bonne chose pour elle, pour la Palestine, parce qu'il faut aussi des gens comme ça. Je voulais juste dire un mot sur... Merci au Real d'avoir... absolument. Oui, aussi. Le Real Madrid avec le t-shirt. C'est eux qui ont ouvert justement Non, mais c'était prévu. En Espagne, magnifique. Mais avec un numéro 9. Oui. Qui c'est qui porte le numéro 9 dans l'équipe? Karim. Voilà. Benzema. Donc il y a des choses. En fait, les Arabes sont incapables de faire de la grande com, mais deux fois les hasards de la mal-organisation donnent les choses comme il faut. Sur Colombe, c'est Monsieur Valls du Parti Socialiste
quand Valls était ministre de l'Intérieur ou quand Valls était député, lui, il était sénateur. Il a exactement la même chose. Et je rajouterai... Sauf qu'il y en a un qui part à Lyon et l'autre à Barcelone. Hein. Voilà. Oui, justement. Et je pense que il a médité sa phrase. Il a été vexé par l'affaire Benalla. Et c'est pas un homme de pouvoir dans le sens de Pasqua. Et il a perdu pied. Et un homme politique, comme disait Chevènement, il ferme sa gueule où il s'en va. Le jour où dans l'Express, il dit clairement, je vais démissionner en juin, il est mort. Il est carbonisé. Pour les hommes, plus personne chez les policiers ne peut le respecter, parce qu'ils vont dire, aujourd'hui, ils vont nous donner 2 ordres, mais de toute façon, cet ordre va être exécuté au mois de mars, avril, mai, il ne sera plus là. Donc, il dégage. Donc, si vous voulez, lui, il fait une erreur, et Macron, le président, lui essaye de rattraper la chose pour prouver que c'est lui le chef, parce qu'il n'est plus le chef pour beaucoup. Donc c'est vraiment une chakchouka tunisienne ou une bouillabaisse marseillaise. Bon, juste oui. Ah bah oui, la chakchouka est tunisienne, s'il vous plaît. Ah non non. Et la salade non, la méchouïa. Salade méchouïa est tunisienne. Non, la chakchouka, c'est pas en Algérie aussi, pareil. Non, elle est tunisienne. Allez chercher Wikipédia. Elle est tunisienne. Ouais, mais Wikipédia dit des conneries des fois. Excusez-moi. Je suis allé manger dans un restaurant du 11e, c'est écrit chakchouka repas séfarade. Donc maintenant c'est pas elle est ni tunisienne. Bah alors à ce moment-là, on peut dire que les falafels sont arabes aussi. Ah bah elles sont israéliennes. En Israël, c'est marqué. Et la salade reste niçoise. Oui, absolument. Juste vous dire cette information qui n'a pas été médiatisée, pourtant elle est importante, c'est dans la Somme, c'est une prof de français. Il y a eu une levée de bouclier dont certains élèves, car l'auteur n'est pas français, l'histoire ne concerne pas la France. Un élève a refusé en effet de lire pour ne pas prononcer le mot Messaoud, le prénom Messaoud. Tels sont les propos rapportés par une professeure de français qui souhaitait étudier avec ses élèves un roman. Le livre s'appelle Les Cartables. Voilà, c'est ça exactement. Donc dans un cadre de parcours de lecture, un cours qui a plutôt mal tourné, dit-elle, la professeure constatant les propos racistes des jeunes, leur ignorance de l'histoire de la France, mais aussi leur refus de prononcer des mots en arabe. L'enseignante a alors envoyé un mail à l'auteur qui s'appelle Akli Tadje, avec qui les élèves doivent s'entretenir le 16 novembre prochain dans une librairie pour qu'ils puissent s'entretenir et s'expliquer. Je trouve que il fallait saluer l'initiative de cette prof, qui ne s'est pas contentée, j'allais dire, de condamner ce qu'elle a pu entendre de la bouche des lycéens, mais de les confronter finalement avec l'auteur. C'est un livre et un roman qui parle effectivement de la guerre d'Algérie. On voit quand même que voilà. L'auteur a dit qu'il va y aller. Et pour terminer, on dit souvent que la France n'est pas raciste, mais que des Français sont racistes. Karim. Oui, mon cher Christophe. Tu fermes la boutique alors très vite parce qu'on est en retard et comme d'habitude j'ai envie de dire. Non, je voudrais savoir si vous avez entendu parler de cette information parce que d'abord je suis franchement attristé que cette fille ne puisse pas, cette jeune Palestinienne ne puisse pas aller au Maroc et j'ai l'impression que le Maroc est en train de plonger dans le sionisme de manière totalement aveugle, pensant sûrement que les États-Unis et Israël sera sa seule protection. Mais je veux savoir si vous avez entendu par cette info que j'ai lue sur Internet, comme quoi le roi de Maroc voulait réformer l'islam et par conséquent supprimer une quinzaine de sourates du Coran pour avoir un Coran beaucoup plus lisible dans son pays. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? J'ai vu l'info passer, mais je sais pas moi si c'est vrai ou pas. Mais moi je ne crois pas parce que le titre... Il irait jusque là quand même. Non, je pense pas. Non, mais c'est pas ça, pour des raisons politiques, pas pour des raisons religieuses. Le titre du roi du Maroc, c'est Amir al-Mu'minin. Un Amir al-Mu'minin qui commence par amputer quelque chose, on va l'amputer. Attention aux réseaux sociaux, attention aux fake news. Voilà. Vraiment, faites attention. Par contre, on peut dire qu'en Bourguiba l'a dit, à un moment, il dit, dans l'apprentissage de l'école primaire, il faut plutôt faire apprendre par cœur aux enfants les versets des humanistes. Nous avons créé de plusieurs tribus, l'homme égale l'homme, plein de choses qui donnent de l'épanouissement et il est toujours temps que quand on devient adulte de lire les versets des guerriers dans l'islam, alors que certains salafistes commencent par le côté, j'allais dire couper la main et les choses qui traumatisent les enfants. Donc ça c'est une lecture de l'histoire, mais ça m'étonnerait, mais comme dit Christophe, non, faites attention aux réseaux sociaux, il y a beaucoup de conneries. Beaucoup de conneries. Par contre, sur la première partie de votre propos, cher Karim, je dirais juste que le Maroc l'a payé dans la non-attribution de la Coupe du Monde au Maroc en 2026. Elle a fait confiance à des pays effectivement avec qui elle travaille, avec qui elle était alliée, et ils se sont
retourné contre elle. Dommage. Donc en espérant que l'avenir lui portera préjudice. Pas la Tunisie, pas l'Algérie, pas l'Égypte. Ah ben bien entendu. Non, je précise. Les pays du Golfe, si vous voulez que je précise. Voilà, les pays du Golfe qu'elle soutient aujourd'hui ont voté pour les États-Unis. Ont voté contre elle. Contre le Maroc. Et donc le Maroc fait une erreur en continuant de rester sur cette ligne. Tout comme d'ailleurs la proposition d'Algérie d'organiser une Coupe du Monde 2030 de foot dans les 3 pays, le Maroc a refusé. Même si c'est les pays du Golfe qui ont payé tout le nouvel armement du Maroc entre chars et avions. Bon, allez. C'est beau tout ça. Hein. C'est beau, hein. Ça fait une belle chouchouka française. Non, voilà. Ouais, comme ça, tout le monde est d'accord. Merci à tous. Bonne soirée et rendez-vous demain avec Fatima Wassak et avec Nadir Kaya sur France Maghreb 2, toujours là. Je dis bien normalement émission spéciale, mais je sens que mon ami Braj Rafil va me planter. Non, pas, en fait, pour vous dire, pour ne rien vous cacher, il a eu une invitation à la conférence mondiale, à la conférence islamique mondiale à New York. Il est en attente de visa et s'il a son visa, malheureusement, il pourra pas être parmi nous. S'il a pas son visa, par contre, il sera avec nous. Par contre, il sera le 21 à Marseille pour la Rams locale. Très bien. Merci à tous. Bonne soirée Nadia, à très vite. Merci Tarek Merci à vous. pour votre passage. Bref. Il y a la lumière, il y a le siège vide. Très bien. Eh bien, rendez-vous vendredi en ce qui vous concerne, cher Tarek. Merci beaucoup Nadia, à la semaine prochaine probablement. Et on se retrouve sur Speak Up Channel, hein, il y a bientôt du nouveau. Ah bah oui, on y compte bien. Oui. Merci d'écouter France Maghreb 2 et donc d'y rester, forcément, fidèlement d'ailleurs, avec Nabil dans un instant, Fauzi à 20h, que des beaux programmes à suivre. L'heure du flash, le rappel de l'actualité de ce mardi soir, c'est avec Marine Garel. Bonsoir chère Marine. Bonsoir à tous. Charles Aznavour est mort de cause naturelle. Déclaration aujourd'hui du procureur de la République de Tarascon. Après l'autopsie du chanteur, Charles Aznavour s'est éteint hier à l'âge de 94 ans. L'Arménie, d'où il était originaire, organisera une journée de deuil national lors de ses funérailles. Manuel Valls, désormais candidat à la mairie de Barcelone, a posé sa dernière question au gouvernement avant de démissionner de son poste de député. Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, lui a rendu hommage tout à l'heure, tout comme les députés de la majorité qui l'ont applaudi debout. À gauche de l'hémicycle, des députés de la France Insoumise ont brandi des pancartes bon débarras qui ont provoqué des huées. 3 personnes en garde à vue après des perquisitions menées ce matin dans le Nord, à Grande-Synthe. Elles visaient une association musulmane chiite et ses principaux dirigeants. Une opération antiterroriste. Les gardés à vue sont notamment entendus pour détention illégale d'armes à feu. 6 ordinateurs ont également été saisis. Le couple violenté par Alexandre Benalla le 1er mai dernier, entendu aujourd'hui par les policiers. Audition dans le cadre de l'enquête préliminaire pour violence contre les forces de l'ordre. Ils ne sont pas les seuls à être interrogés. Plusieurs personnes qui avaient commis des violences, place de la Contrescarpe à Paris, sont aussi entendues. Le tribunal de commerce de Paris doit se prononcer aujourd'hui sur la reprise de la Grande Récré, l'enseigne de jouets dont la maison mère a été placée en redressement judiciaire. 2500 emplois sont en jeu. En Indonésie, de nouveaux séismes ont frappé le pays après l'île des Célèbes vendredi dernier. C'est celle de Sumba qui a été frappée la nuit dernière. L'île des Célèbes, elle poursuit ses opérations de secours. Au moins 1234 personnes sont mortes dans le tremblement de terre suivi d'un tsunami. Selon l'ONU, au moins 191 000 personnes ont besoin d'aide humanitaire. Sport, le FC Nantes limoge son entraîneur Miguel Cardozo et nomme Vaïd Halilhodžić à sa place. Miguel Cardozo était arrivé en juin sur le banc du FC Nantes qui va connaître ainsi son 5e entraîneur en seulement 2 ans. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.